Bonjour, je suis la princesse de Clèves. Je suis si timide. J'ai 16 ans et on vient de me présenter à la cour. Et j'ai une histoire très tragique à te raconter. C'est la mienne. Déjà, t'as vu mes beaux bijoux? Je suis tellement simple. C'est juste que je suis d'une famille riche. Alors, on m'a offert un beau bracelet Reine des Neiges. Non, je ne l'ai pas volé à ma fille de 5 ans. Et non, je n'ai pas 36 ans. Je vais te raconter ma tragique histoire. Très triste, tu vas pleurer. On va se débarrasser de la princesse de Clèves et moi je vais vous raconter son histoire. Je vais cependant garder son plus bel accoutrement parce que sincèrement ça me rappelle tellement de souvenirs de petite fille et c'est tellement jubilatoire que je peux pas m'en empêcher. Alors, la princesse de Clèves, qu'est-ce que c'est, que se passe-t-il? Alors, le roman s'ouvre. C'est un roman écrit à la fin du XVIIe siècle, donc sous Louis XIV, dans les années 1660-1670. Et il raconte une histoire qui se passe un siècle plus tôt à la cour de Henri II. En fait, c'est un roman qui se passe à la cour des rois, donc on a plein de potins réchauffés du roi Henri II qui se tape une vieillasse qui s'appelle Madame de Valentinois, qui est aussi connue pour être Diane de Poitiers, et qui était déjà la maîtresse de son père, ce qui est évidemment tout à fait normal et sain. Alors, le roman s'ouvre et on dit, voilà, sous Henri II, c'était merveilleux, la cour était à son paroxysme de savoir-vivre et de beauté, les bals étaient les plus somptueux et ce qu'on y faisait était toujours merveilleux, etc. Le règne de Henri II, alors Henri II, il a commencé à régner en 1547 et il a fini de régner en 1559, donc forcément ça doit être dans les années 1550 que se déroule l'action. Alors, qu'est-ce qui se passe? On nous raconte que y a une dame qui s'appelle Madame de Chartres et qui fait partie d'une des plus grandes maisons. Et tout ce beau monde vit autour du roi à la cour du roi. La cour du roi a commencé avec François Ier et elle se poursuit avec son fils Henri II. À la cour, donc il y a les plus grandes maisons. Les maisons, c'est exactement comme les Lannister, les Starks, etc. etc. C'est ceux qui sont les plus nobles des nobles. Donc parmi les plus nobles des nobles, il y a Madame de Chartres. Oh, je regarde mon beau collier. Donc Madame de Chartres, elle est réputée pour être une des plus grandes, appartenir à une des plus grandes familles. Elle était à la cour et son mari est mort et elle avait une petite fille. Et elle a décidé de l'éduquer et donc de se retirer de la cour pour ce faire. Pas de congé maternité ni rien, elle le fait comme elle l'entend. Et donc elle se retrouve à éduquer sa petite fille. Et là, c'est déjà un point clé et c'est ce qui va faire de La Princesse de Clèves un roman psychologique. Oui, c'est ma psychologie d'enfant. En fait, il est écrit que le problème des petites filles, c'est que elles vont forcément tomber sous le charme d'un abruti et qu'elles vont mettre en péril ce qui est le plus important à l'époque. Hein, c'est pas le bonheur. Oula, non! Le plus important à l'époque, c'est la vertu. Et donc, forcément, si elles rencontrent le grand méchant loup, Monsieur de Nemours, elles vont mettre en péril leur mariage et donc leur vertu. Et en fait, les mamans, avant que Madame de Chartres ait des idées sur l'éducation bien à elle, les mamans se disent on va surtout ne rien leur dire. Ce qui est facile, hein, parce que les jeunes filles se mariant à peu près à 15-16 ans, les tenir dans la méconnaissance de ces choses-là jusqu'à 15 ans, avec un peu de chance, c'est faisable. Et du coup, elles leur disent rien et après, elles les balancent dans le mariage en disant « Ouh, tu découvriras la bête le soir du mariage !» Donc les filles, comme dit Simone de Beauvoir, toute première nuit de noces est un viol. Et donc, bon, c'est valable pour l'époque, hein, c'est pas super valable pour aujourd'hui, pas toujours, Dieu merci. Voilà, et donc les mamans ne disent rien à leurs petites filles et les envoient se faire violer dans le mariage et dans la joie, évidemment, par leur mari. Belle époque. Et Madame de Chartres est beaucoup plus intelligente que ça. Et elle a sa petite fille, Mademoiselle de Chartres, du coup. Et elle ne lui tait rien. Je suis en train de parler style Madame de Lafayette.
elle ne lui tait rien des bonheurs et des douceurs de l'amour. Elle lui dit, oh là là, regarde, comme ces jeunes femmes qui tombent amoureuses, oh que c'est doux, oh ces mots d'amour qu'elles reçoivent, oh ces mots d'amour qu'elles envoient, que c'est beau, que c'est beau, que c'est doux, ah tu aimerais, hein. Oh oui, dit mademoiselle de Chartres, j'adorerais, parce que du coup je suis elle, j'adorerais rencontrer un homme comme ça. Et là, mademoiselle de Chartres change de visage, madame de Chartres change de visage, et fait non, c'est là que le malheur commence. Cette jeune fille que tu vois sur cette belle gravure où elle est en train de compter fleurettes avec un joli jeune homme de son âge, etc. Eh ben, elle va perdre sa vertu, elle ne pourra pas faire de mariage et ce sera horrible. Voire, elle est déjà mariée, elle a trompé son mari et c'est la honte sur toute sa lignée. Oh, elle n'est pas restée pure, quelle horreur. Et donc mademoiselle de Chartres regarde ça édifiée, elle fait oh, on peut donc perdre sa vertu, c'est le pire qui puisse arriver. Maman, j'ai une question. L'amour, c'est pas mieux que de perdre sa vertu? C'est pas grave, perdre sa vertu. Tu sais, moi, j'aimerais bien être amoureuse. Oh, qu'est-ce que t'as dit, ma fille? Bon, bref, elle discute pendant toute l'enfance de... Oh, j'ai ma couronne reine des neiges qui se pète la gueule. Donc, elle discute pendant toute l'enfance de mademoiselle de Chartres. Et puis, mademoiselle de Chartres, à 16 ans, elle est bien endoctrinée par maman. Elle est bien armée contre toute forme de plaisir charnel et de plaisir de la vie tout court. Et on la présente à la cour parce qu'elle a 16 ans. Donc retour de madame de Chartres à la cour avec mademoiselle de Chartres qui a 16 ans et qui est tellement belle. Regarde, je suis belle. Qui est d'une modestie sans égale. Voir sa parure. Oh oui, je suis parée très simplement pour la cour. J'ai presque rien sur moi. Voilà, et quand elle arrive à la cour, tout le monde fait « Oh, mais qu'elle est belle et qu'elle est bien élevée. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. » À peine elle est arrivée, qu'elle va alors chez un gars qui a des pierreries, un espèce de bijoutier italien, pour assortir des pierres. Donc j'imagine que c'est un gros loisir de l'époque, d'assortir des pierres. Oh, je suis belle, c'est tout assorti. Comme moi, c'est très harmonieux ce que j'ai fait. Hein. Vous avez une bague que j'ai chopée dans le calendrier princesse de ma fille. Hein. Calendrier de princesse, c'est ce que doit avoir toute bonne mère féministe à portée de main hein, pour expliquer la vie à sa fille et comment on n'est pas les inférieurs des hommes, etc. Et du coup, évidemment, j'ai une bague maquillage, tu vois, donc il y a une princesse comme dans La Belle et la Bête et dedans il y a du gloss, c'est merveilleux et ça aussi je vais piquer, j'adore ça, c'est ma vraie bague de fiançailles hein. Rien à voir. Voilà, donc mademoiselle de Chartres arrive à la cour et puis elle va le lendemain chez un bijoutier et elle va assortir des pierreries et dans la salle d'attente du bijoutier il y a un gars qui on peut plus de la regarder et bon il la regarde et elle, oh, je rougis, mais pourquoi est-ce qu'il me regarde? Mais ça me gêne. Et on dit, c'est très très bien qu'elle soit gênée, parce que d'habitude, les femmes disent, oh là là, il me regarde, je vais lui lancer le regard qui tue, voilà. Mais ces femmes-là, c'est pas bien, c'est libidineux, beaucoup. Non, il faut être, oh mon Dieu, il faut être choqué, quelle horreur, mais pourquoi il me regarde comme ça? Et du coup, elle est tellement embarrassée qu'elle se casse. Et donc l'autre, il reste, il fait, mais qui est cette beauté de la cour, etc. Et cet homme qui vient de tomber amoureux, mais qui c'est? C'est le prince de Clèves. Pauvre homme, peu cher, comme on dit. Pauvre homme, il vient de tomber amoureux de la femme qui ne va pas l'aimer. Oh, j'ai spoilé, pardon, sorry. Donc, il tombe fou amoureux d'elle chez ce bijoutier chez qui elle assortissait des pierreries. Et donc, il rentre à la cour et il fait Kiki, quoi, qui est cette femme-là? Et donc, on lui explique, ah, c'est une nouvelle à la cour. Elle a déjà 16 ans. Elle est largement en âge de se marier. Tentez votre chance. Le truc, c'est que là, donc il y en a pour 300 pages, hein, enfin, on va dire 7 ou 8, mais c'est comme 300 dans ce roman-là. Donc pendant 300 pages, on dit, oui, mais monsieur de Clèves, il était amoureux d'elle, mais c'était le deuxième de sa famille, et comme la maison de Chartres, c'était une grande famille, en étant le deuxième et pas l'aîné, peut-être qu'il pourrait pas conclure ce mariage, alors qu'il y avait deux autres hommes, monsieur de Guise et monsieur machin, qui étaient aussi amoureux, qui avaient plus de fortune, blablabla. Voilà, c'est pour ça que les versions abrégées de la princesse de Clèves, pour commencer, on va dire, c'est pas si mal. Bon, donc le prince de Clèves, est amoureux de la princesse de Clèves, mais en même temps, tout le monde est amoureux de la princesse de Clèves. Et donc là, c'est la grosse parade amoureuse des beaux gosses de la cour de Henri II. Et ils étaient tous de charmer mademoiselle de Chartres. Et puis, elle sait pas quoi faire. Maman, je sais pas quoi faire. Alors, elle se tourne vers sa mère, évidemment, parce qu'elle dit, maman, qu'est-ce que je dois faire? Bon.
Et là, le prince de Clèves la demande en mariage. Alors, parce que on va pas dire qu'il n'avait pas averti le prince de Clèves. Donc, ce qui troublait la joie du prince de Clèves était la crainte de ne pas être agréable à mademoiselle de Chartres. Et il eût préféré le bonheur de lui plaire à la certitude de l'épouser sans en être aimé. D'accord, donc ça c'est psychologique, on peut dire s'il le garde pour lui, bah, ça peut la mettre sur une mauvaise voie et elle peut faire un mariage de raison alors que lui c'est un mariage de passion et du coup ce serait normal que ça marche pas. Mais non, il va le dire après, donc j'explique la phrase, donc il voulait l'épouser mais il se disait bien, parce que lui il s'y connaît un peu en amour, il a couché à droite à gauche déjà le prince de Clèves, alors que mademoiselle de Chartres elle est toute pure, elle a jamais été amoureuse. Voilà, et donc lui il se dit attention, peut-être qu'elle va faire un mariage de raison alors que moi je fais un mariage de passion et je préférerais lui plaire que de l'épouser sans en être aimé. Mais en fait ça marche pas. En fait l'alternative ne fonctionne pas. C'est pas soit elle m'aime et je suis heureux plus que si elle m'épousait sans m'aimer. C'est que, en fait, soit elle t'épouse et elle t'aime pas et tu restes avec elle alors que toi t'es passionnément amoureux et c'est ce qui va se passer, soit bah, ça fait pas plus qu'elle t'aime parce que tu veux pas l'épouser. Parce qu'elle ne veut pas... Enfin bref, bon. Donc il lui dit, enfin il pense, mon Dieu, au secours, alors là j'ai un appel, je refuse. Voilà. Donc elle y pense, voilà, je veux en être aimée et si je l'épouse, je veux que ce soit un mariage d'amour. Alors, et il lui dit, alors je te cite le passage parce que c'est quand même assez clair. Il lui dit que les sentiments qu'il avait pour elle étaient d'une nature qui le rendrait éternellement malheureux si elle n'obéissait que par devoir aux volontés de madame de sa mère. Donc là, mademoiselle de Chartres est en train de dire oui au mariage. Et là, il lui dit explicitement, il lui dit attention. Vu que je suis passionnément amoureux de toi, hein, parce que des fois il faut traduire, les sentiments qu'il avait pour elle étaient d'une nature qui le rendrait éternellement malheureux si elle n'obéissait que par devoir aux volontés de sa mère. C'est-à-dire, il lui dit, ok, t'es en train de bien vouloir accepter ce mariage que je te propose, cependant, si tu l'acceptes par devoir, moi, comme je suis passionnément amoureux de toi, je vais être malheureux toute ma vie. Si la passion épouse la raison, ça va être la merde. Donc il lui dit, d'accord. Et là, il y a écrit, comme mademoiselle de Chartres avait le cœur très noble et très bien fait, elle fut véritablement touchée de reconnaissance du procédé du prince. Touchée de reconnaissance. Est-ce que, selon ce que j'ai lu, tu crois que c'est exactement ce que cherche le prince de Clèves? Et donc, il l'a bien averti. Il lui a dit, je suis passionnée de toi, donc si tu m'épouses par raison, je vais être le plus malheureux des hommes. Et elle est très touchée, elle dit « Oh là là, c'est vraiment un homme bien, du coup je vais l'épouser alors que je l'aime pas. Banane, fais quelque chose !» Donc ça m'énerve, ce roman m'énerve, voilà. Et donc, elle parle à sa maman, madame de Chartres, elle lui fait « Maman, est-ce que je dois l'épouser ou pas? Parce que moi je suis pas amoureuse, mais si tu me dis que c'est un homme bien, bah je ferai... Oh, j'ai perdu mon bouton. Ah non, elle est là. Qu'est-ce que je fais quoi? Parce qu'il a 16 ans. » Et sa maman lui dit c'est un homme très bien, qui montre beaucoup de raisons pour son âge. Oui, il doit avoir 17 ans ou 18 ans. Non, aussi bien il en a 22, c'est un vieillard. Voilà, et donc, madame de Chartres lui dit, bah moi ça me va, si ça te va, ça me va. Alors dans le roman, évidemment, ça veut dire, oui, elle lui expliqua que s'il n'y voyait point d'inconvénient, elle daignerait, est-ce que... Phrase de 10 km. Bon. Et du coup, madame de Chartres dit, mais toi, est-ce qu'il te plaît? Et là... Mademoiselle de Chartres lui répondit, écoute bien, c'est merveilleux. Elle lui répondit qu'elle remarquait chez lui d'extraordinaires qualités et qu'elle l'épouserait même avec moins de répugnance qu'un autre, mais qu'elle n'avait aucune inclinaison particulière pour sa personne. Le mariage va être conclu, hein, parce que c'est largement suffisant d'avoir moins de répugnance pour Monsieur de Clèves que pour les autres. Moins de répugnance. Moins de répugnance, d'accord? Ça veut dire que tous les autres qui ont fait la parade nuptiale de la princesse de Clèves, tu as vu comme je ressemble à la photo quand même, je me suis beaucoup inspirée d'elle. Donc tous ceux qui ont fait la parade nuptiale, elle était répugnée, il l'a répugnée. Oh mon Dieu, mais quelle horreur ces hommes. Voilà. Alors que bon, bah le prince de Clèves, ça la répugne moins. C'est pas que ça la répugne pas, c'est que ça la répugne moins. Donc on est mal barré. Et du coup, début du quiproquo,
du malentendu suprême. Lui, il lui dit, je veux pas t'épouser si c'est par raison, parce que si tu m'épouses par raison, comme moi je t'aime par passion, je vais être malheureux toute ma vie. Elle consulte sa mère et elle dit, bah j'ai aucune inclination pour lui, ça veut dire je l'aime pas du tout, enfin je l'aime pas, il m'inspire rien, mais ça me dégoûte moins d'épouser lui qu'un autre. Mariage conclu, challenge accepted. Donc en fait elle sait très bien et le fait pas. Bon là je suis en train de dire 20 fois la même chose, donc je m'arrête. Bon. Et là, ils se marient et il y a un mariage et tout est bien dans la bienséance, etc. Les prétendants arrivent à faire bonne figure alors qu'ils sont complètement dégoûtés qu'elle ait épousé le prince de Clèves au lieu de eux-mêmes, de leur belle personne. Voilà. Donc toujours pareil, hein, voilà. Et donc, on en arrive à ce qui va être la scène du bal. Alors ça, c'est la scène clé de la princesse de Clèves. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a un autre mariage, il y a un mariage qui succède au mariage de la princesse de Clèves et de mademoiselle de Chartres et du prince de Clèves, donc du prince de Clèves, et de celle qui devient, du coup, par conséquence logique, la princesse de Clèves. Alors, c'est le mariage du duc de Lorraine avec Claude de France, donc un mariage royal, un mariage énorme, etc. Et il y a un bal somptueux pour célébrer les noces de Claude de France et du duc de Lorraine. Et à ce bal, Madame de Clèves, la toute fraîche Madame de Clèves, y est. Et elle danse avec un homme. En éprouvant sûrement de la répugnance, hein, parce que c'est quand même Madame de Clèves, l'ancienne Mademoiselle de Chartres. Donc elle danse avec répugnance avec un homme. Et là, il y a un autre homme qui arrive et qui n'était pas là depuis des mois. Et donc elle l'a jamais rencontré. Et ce gars, en fait, tout le monde lui en a parlé. On lui a dit, tu sais, à la cour, il y a un gars qui est là, mais qui n'est pas là. Donc, qui n'est pas là en ce moment, mais qui est là d'habitude. Il s'appelle le duc de Nemours. Et c'est l'homme le plus beau de tous les hommes de la terre. Et encore, le fait qu'il soit le plus bel homme de la terre, c'est rien à côté de l'esprit qui est le sien. Et du fait qu'il remporte tous les jeux, tous les tournois. Mais vraiment, il est magnifique. Bon. Donc, elles sont toutes, voilà, elles le décrivent. Et elle l'a jamais vu. Et là, elle voit arriver un gars, magnifique, d'accord, qui arrive en sautant lestement au-dessus d'une rangée de chaises. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Donc, il saute par-dessus les chaises tel un cabri. Et il arrive dans la salle de bal. Et elle le voit et tout de suite, elle se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau! Ça doit être Monsieur de Nemours. Voilà. Et lui, il arrive, et là, le roi, tu te demandes pourquoi il intervient, mais il intervient, et il fait « Madame de Clèves, prenez pour cavalier cet homme qui vient de rentrer. Évidemment, tu obéis au roi. » Et donc elle fait « Certes, roi, je m'exécute. » Et donc elle se met à danser avec le duc de Nemours, et là c'est la beauté de la passion. Il danse, et puis il y a un jeu de regard et tout, enfin il se chauffe façon 17e siècle, donc genre oh là là, oh. Voilà, ils se touchent pas, ils se regardent pas, etc. Mais ils se disent plein de choses, donc ça c'est la sublimation. Donc voilà. Et le duc de Nemours, il se dit oh, mais c'est la plus belle femme que j'ai jamais vue, je suis fou amoureux d'elle, c'est la passion, c'est la folie, etc., etc. Donc il est fou amoureux de mademoiselle de Chartres, de Madame de Clèves, de la princesse de Clèves. Et il la reconnaît tout de suite, puisqu'on lui a dit, lui aussi, qu'à la cour, il y avait... Enfin, non, il la reconnaît pas. Ah si, il la reconnaît parce qu'on lui a dit qu'à la cour, il y avait une femme qui était la plus belle du monde, qui venait d'arriver, et qu'elle n'avait pas son égal. Et évidemment, comme il la trouve merveilleuse, il se dit que c'est elle. Et donc après, donc, pendant qu'il danse, tout le monde s'arrête et les regarde. Genre, il y a une évidence cosmique qu'ils sont faits l'un pour l'autre, quoi. Et donc, le roi et les reines, qui aiment, parce qu'il y a toute la cour, qui aiment bien s'amuser, donc il y avait etc., la reine Dauphine et tout, disent « Allez, venez un peu par là, les gars !» Et donc, ils appellent Madame de Clèves et Monsieur de Nemours. Et ils disent vous qui ne vous connaissez pas, est-ce que vous arrivez à deviner qui a dansé avec qui vous êtes l'un l'autre ?» Alors, Monsieur de Nemours, il fait son beau gosse et il dit « Moi, je ne pense que cette dame ne pourrait être autre que la princesse de Clèves dont on a eu de cesse de me décrire le talent et la beauté. Et seul un tel visage peut être l'égal des dires qui ont été ceux des autres sur elle. » Bref, il dit « Ça doit être elle parce que c'est la plus belle et qu'on m'a dit que c'était la plus belle, la plus noble, la plus charmante, etc. » Mais c'est vrai, j'étais bien, j'avais des beaux bijoux.
Et voilà. Et après, une des reines, qui est un petit peu une peau de vache, dit: Et vous, mademoiselle de Clèves, est-ce que vous savez avec qui vous avez dansé? Mademoiselle de Clèves, pardon, Madame de Clèves, elle sait très bien avec qui elle a dansé. Elle a dansé avec le duc de Nemours et elle est déjà amoureuse sans le savoir. Et elle fait: Non, non. Parce que si elle dit oui, oui, ça veut dire: Ah oui, ouais, je sais avec... Ah oui, je sais avec qui j'ai dansé, c'est le plus beau du monde. Oh, je l'aime. Oh! Et à l'époque, c'est pas possible, no way! Il connaîtrait les sentiments qu'elle est en train de commencer à nourrir à son égard. Pas possible! Impossible! Alors, elle se bâillonne, elle rougit, comme un très subtil rose de joue. Elle rougit. Elle fait: Non, non, je ne vois pas du tout qui c'est. Et là, la reine, qui est un peu une biatch, dit: Moi, je crois que vous savez très bien qui c'est. Et c'est une flatterie pour le duc de Nemours que de savoir que vous feignez de ne pas savoir. Donc ça, c'est les mœurs de la cour du roi Henri II. Faut pas trop chercher à comprendre. Quoi qu'il en soit, la reine dit: En fait, vous le flattez en disant que vous savez pas qui c'est, parce que comme vous savez qui c'est, vous reconnaissez par là même que c'est le plus beau et que vous ne voulez pas le dire parce que sinon on va savoir que vous le trouvez beau. Oh, voilà, oui, c'est un peu compliqué. Bref, ils ont dansé ensemble et ils sont en train de tomber amoureux. Alors, ensuite, directement après le bal, elle sent dans son cœur quelque chose qu'elle n'a jamais senti avant. Et qu'est-ce que tu fais quand tu sens dans le cœur, après avoir rencontré quelqu'un, des choses que tu n'as jamais senties avant? Évidemment, tu vas voir ta maman. Hein, c'est comme ça que j'ai dit que ma fille, je lui dis: Tu dis tout à maman, tout. Donc elle dit: Oh là là, je ressens un truc, il faut que j'aille le dire à maman. Donc elle va chez sa mère, elle dit: Oh, j'ai vu un homme, tu te rends même pas compte de ce que j'ai ressenti pour lui. Et là, Madame de Chartres fait: Ouh, attention toi. Bon, et elle se doute que ça va mal tourner. Et elle a raison. Ou pas. Bon. Alors, les jours qui suivent, le duc de Nemours et la princesse de Clèves, comment dire ça, se faire le cul. Oui, ils sont là à se flairer le cul, à se demander voilà, s'ils s'aiment autant l'un que l'autre, blablabla. Donc ils font ça. Bon. Donc les jours suivants, ils se flairent le cul. Et puis après, donc interruption, gros suspense de la princesse de Clèves, on retombe à nouveau sur 150 000 pages, donc ça veut dire 12 pages qui donnent l'impression d'en lire 300, ou 150 000, avec toute la mesure qui est la mienne, et où on te raconte toutes les embrouilles de la cour, alors un tel qui est amoureux d'un tel, machin, et Madame de Clèves, la princesse de Clèves qui dit: Mais comment ça se fait que Henri II, il est pour maîtresse une telle vieilleasse, puisqu'il est amoureux de Diane de Poitiers, qui est en fait l'ex de son papa, donc elle est plus toute fraîche. Donc, comment ça se fait? Donc voilà, bon, il se pose pas de questions comme ça, et donc on raconte toutes les embrouilles de la cour. Et là, bon, il y a un autre truc, alors attention. Il y a un bal, un gros bal, et le duc de Nemours dit: Oh là là, les bals, c'est terrible, parce que quand on est amoureux de quelqu'un, si on va au bal, on se retrouve obligé d'être galant avec des femmes qu'on n'aime pas, et c'est vraiment la torture. Et elle se dit: Si je vais au bal et qu'il me voit au bal, il va se dire que je suis pas amoureuse, mais en même temps je dois pas faire savoir que je suis amoureuse. Qu'est-ce que je fais? Et donc elle dit: je suis malade, je peux pas y aller. Bon. Et là encore, elle croise, alors je sais plus, c'est la reine Dauphine ou une des reines qui est là-bas, etc. Et le lendemain, elle est avec sa mère, Madame de Chartres, et elle croise une des nanas qui était au bal. Et qui fait: on nous a pas vu au bal, on nous a dit que vous étiez malade. Mais vu la mine que vous avez aujourd'hui, moi? Oui, vous êtes toute fraîche, toute belle et tout. Ça m'étonnerait bien que vous ayez été malade. Oh, la biatch. Et du coup, Madame de Chartres, qui veut sauver l'honneur de sa fille, va à la rescousse et dit: Non, je certifie que ma fille était malade. Et Madame de Chartres, elle a une telle réputation que tout le monde la croit. Personne ne mettrait jamais sa parole en doute. Et donc, tout le monde la croit. C'est bon, j'ai ma couronne reine des neiges, c'est bon, tout va bien. Et donc, tout le monde la croit. Et bon, on fait: d'accord, très bien. Voilà. Et puis après, Madame de Chartres, elle se dit quand même: si ma fille a raté le bal parce qu'elle voulait plaire au duc de Nemours, oulala, maintenant qu'elle est mariée, elle est vraiment dans la merde. Elle va faire des choses qui sont pas bien du tout. Et il faut que je l'en empêche. Et là, alors attends, c'est génial. Je lis la page 61 de mon édition. Ouais, voilà. Et du coup, il va lui faire un portrait du duc de Nemours, mais un portrait empoisonné. Un portrait où elle va dire, sous couvert de dire: ah là là, c'est un homme très bien, etc. Elle va dire plein de vacheries dans le genre. En fait, elle lui dit:
C'est un homme très très recommandable parce qu'il a l'intelligence de ne jamais s'attacher à aucune femme. Il les drague toutes, mais il n'en aime aucune. D'ailleurs, il est en train de fricoter avec l'anglaise pour essayer de s'élever en position sociale, etc. Et donc, il est galant. Et elle est là. Et la princesse de Clèves, elle écoute, elle fait « Ah, mais moi, je savais pas qu'il était en train de draguer une princesse pour essayer d'avoir le trône d'Angleterre. Et moi, je savais pas qu'il avait eu plein de maîtresses avant. Mais elle vient juste d'arriver. Mais pourquoi elle est si naïve? Voilà. Et donc, en fait, pendant que sa mère lui dit « Oui, le duc de Nemours est un homme très sage », en fait, l'autre, elle se liquéfie. Voilà. Donc... la mère de mademoiselle de la princesse de Clèves elle se mit à parler du duc de Nemours. Elle lui en dit du bien. Et il mêla beaucoup de louanges empoisonnées sur la sagesse qu'il avait d'être incapable de devenir amoureux. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Elle lui en dit du bien. Oui, c'est un homme bien. Et il mêla beaucoup de louanges empoisonnées. Les louanges empoisonnées, c'est qu'est-ce qu'il est sage d'être incapable de tomber amoureux. Donc la princesse de Clèves qui est folle amoureuse de lui, elle se dit oh là là, mais en fait, ce que je crois voir de lui et les sentiments qui me renvoient, qui me font croire qu'il est amoureux de moi, c'est que de la merde. Oh là là, en fait, il s'attache jamais, c'est juste un pauvre galant, etc. Donc ça lui brise le cœur, quoi. Donc Madame de Chartres, pour dissuader de sa fille de commettre l'impair, de s'autoriser à être heureuse à côté de son mariage où il n'y a pas de passion, elle lui fait un portrait plein de louanges dégueulasses de celui qu'elle aime, en lui disant « Ah, qu'est-ce qu'il est sage d'aimer personne !» Et elle qui croyait qu'il l'aimait, ça la tue un petit peu plus à l'intérieur, à chaque minute, à chaque parole de sa mère. Bon. Alors, voilà. Donc après, la princesse de Clèves, elle est de plus en plus amoureuse. Et elle veut aller dire à sa mère, oui, ben en fait, c'est du duc de Nemours. Parce que la mère a compris depuis 100 ans, mais la princesse de Clèves croit qu'elle ne croit pas parce qu'elle lui a juste dit qu'elle était amoureuse, mais elle ne lui a pas dit de qui. Bon, ça on passe, hein, c'est juste un petit peu le style de la princesse de Clèves, de l'écriture de Madame de Lafayette. Bon, et donc elle veut en parler à sa mère, mais là, sa mère, elle a un petit peu de fièvrounette. Donc elle est fiévreuse, donc la princesse de Clèves se dit, bon, ben, je vais pas embêter maman puisqu'elle est un peu malade. Et en fait, l'autre, elle est vraiment malade et elle meurt quelques temps après. Et en gros, elle meurt en lui disant, surtout, ne sois pas heureuse, hein. Elle la prend à part, toute seule, juste avant de clamser, enfin 2 jours avant de clamser. Après, elle veut plus la revoir pour surtout pas lui dire des choses par faiblesse. C'est-à-dire lui dire, sois heureuse ma fille, moi j'ai raté ma vie. C'est ce genre de révélation qu'on peut avoir aux portes de la mort. Non, elle la voit 2 jours avant de mourir, quand elle est encore bien consciente, elle lui met bien toute la pourriture du malheur de la vie dans le cœur, et elle lui dit, ma fille, princesse de Clèves, surtout ne t'accorde jamais d'aimer un homme, sois toujours fidèle à ton mari que tu n'aimes pas, parce que la vertu c'est le plus important, être heureux ça pue le cul. Donc voilà, et donc 2 jours plus tard, Madame de Chartres crève. Et là, le prince de Clèves dit, ok, ma femme, donc princesse, on va aller à la campagne, comme ça tu vas te reposer, tu vas souffler un petit peu, etc. Et donc, ils vont à la campagne, et là, Madame de Clèves pleure sa maman. Oh, maman est morte, maintenant je suis toute seule dans le monde. Mais ne t'inquiète pas, elle va respecter tes principes jusqu'à la mort, elle ne sera jamais heureuse. Voilà. Donc, elle va à la campagne pleurer sa mère, et le prince de Clèves dit, j'ai des affaires à mener à Paris. Attends-moi à la campagne, je reviens demain. Donc, je vais être là, parce que c'est pas facile ce qui t'arrive, etc. Je vais être là pour toi. Et la princesse dit d'accord, mais tu reviens bien demain parce que je suis vraiment triste. Bah, il se tutoie pas. Voulez-vous bien revenir à Sarri parce que moi je suis vraiment triste à Sounette. Bon. Et du coup, et en fait, le prince de Clèves il revient que 2 jours plus tard. Alors il s'embrouille, la princesse elle lui fait ouais, tu m'avais dit que tu rentrais un jour plus tôt et tu es rentré un jour plus tard, je suis pas contente. Et il dit mais attends, je te raconte ce qui m'est arrivé là-bas. Et lui raconte. Alors là, c'est parti pour 20 pages, mais moi je vais résumer ça en 2 minutes. Alors, il raconte qu'en fait, il a un ami qui s'appelle Sancerre. Et cet ami qui s'appelle Sancerre, depuis 2 ans, il était amoureux d'une nana qui s'appelait Madame de Tournon. Madame de Tournon, elle était située socialement au-dessus de Sancerre. Et du coup, a priori, il ne pouvait pas l'épouser. Mais ils étaient tellement amoureux qu'elle a dit, peu importe, je t'épouse.
Sancerre, il est trop content et je sais pas, il a des trucs à faire, il s'en va pendant 3 mois avec la certitude que à son retour, il va épouser Madame de Tournon. Et quand il rentre à la cour, bah, il la retrouve toute froide. Et il se dit, what the fuck, pourquoi Mrs. Turner is so cold? Et il comprend pas. Mais il se dit, bon bah voilà, ça doit être passager. Bon. Et puis là, donc elle est froide, et puis au bout d'un moment, elle est encore plus froide puisqu'elle meurt. Et les cadavres, la rigidité cadavérique, c'est parce qu'ils sont très froids. Donc elle est très froide, c'est-à-dire elle prend ses distances avec lui, et après, elle meurt. Alors Sancerre, il est éploré. Et pendant qu'il pleure sur le cadavre de celle qu'il aimait, Madame de Tournon, il y a un autre mec qui vient pleurer sur le cadavre de Madame de Tournon, il s'appelle Estouteville. Et Estouteville lui dit, ouais, mon bon Sancerre, à toi je peux te raconter, parce que personne ne sait rien de personne de rien, à toi je peux te raconter ce que j'ai caché, qui me bouffe, voilà. Depuis 6 mois, j'étais super amoureux de Madame de Tournon, et alors que j'étais en dessous d'elle socialement, etc., elle m'avait promis qu'elle m'épouserait. Ah Et donc, ce pauvre Sancerre, il se retrouve dans la position de malade, qui est, d'un côté... la femme que j'aime est morte, donc je suis effondrée de tristesse. Et d'un autre côté, cette salope, elle avait promis le mariage à un autre que moi. Et c'était pour ça qu'elle était toute froide. C'est parce que elle en aimait un autre. La vache! Alors ça, en fait, on pourrait s'en foutre de cette histoire. Hein. Je suis pas loin. Je suis pas loin de m'en foutre complètement. Mais ce qui se passe, et là, il faut que je prenne la page 77 de mon édition. Ce qui se passe, c'est que c'est à ce moment-là, attends, je pousse un peu parce qu'il y a trop de soleil. C'est à ce moment-là que, en fait, le prince de Clèves va sceller sa destinée en disant la phrase la plus con de l'histoire de l'humanité du couple. Alors, donc il est en train de raconter tout ça à la princesse de Clèves, d'accord? Moi, je l'ai raconté à la caméra, mais le prince de Clèves le raconte à la princesse de Clèves. Il dit, je suis pas rentrée pendant 2 jours parce que mon ami Sancerre avait besoin de moi, parce qu'il lui est arrivé cette histoire-là. Le truc, c'est que au moment où Sancerre dit « Je suis partie pendant 3 mois et quand je suis revenue, elle me calculait plus trop », là, le prince de Clèves, à qui on n'a rien demandé, intervient. Et surtout, il rapporte à sa femme ce qu'il a dit à son ami. Et là, mais c'est du caviar, quoi. C'est du caviar du mec qui s'est mis dans la merde tout seul. C'est très triste, hein, en même temps. Donc... le prince de Clèves dit « Ah, elle t'a pas calculé pendant 3 mois ?» Bah, enfin, t'es partie 3 mois et quand t'es rentrée, elle t'a pas calculé. Mais tu sais, et ça c'est un conseil très avisé, a priori, tout est dans la parole, va lui parler, elle t'expliquera sûrement. Le mec qui a jamais mis les pieds à la cour, on dirait. Donc, elle t'expliquera. Tout est dans le dialogue. Un couple qui marche fonctionne sur le dialogue. C'est comme disent toutes les psy-conjugales. Non, on n'en a jamais consulté, nous. Voilà, donc... voilà, il fait son psy de base. Mais il fait pas que ça. Écoute ça. Je vous donne, lui dis-je, le conseil que je prendrai pour moi-même. Donc je vous donne un conseil. Car la sincérité me touche d'une telle sorte, donc parce que j'aime tellement qu'on me dise la vérité, donc il encourage Sancerre à demander la vérité à Madame de Tournon sur sa froideur. Car la sincérité me touche d'une telle sorte que je crois que si ma maîtresse et même ma femme, et ça il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé de l'ajouter s'il disait juste ma maîtresse. Ça rendrait quand même soupçonneux. C'est-à-dire, t'as des maîtresses, prince de Clèves, toi qui es si pur, etc., etc. Voilà. En tout cas, peu importe pour la maîtresse, mais en tout cas, il dit, si ma maîtresse et même ma femme, et là il est marié, donc c'est Madame de Clèves, m'avouait que quelqu'un lui plut, j'en serais affligée sans en être aigrie. Bon. Ça veut dire que il aime tellement qu'on lui dise la vérité que si la femme qu'il aimait, que ce soit sa maîtresse ou sa femme, était amoureuse d'un autre, il serait ok pour qu'elle le lui dise. Moi, je sais pas si je suis ok, hein. Ça vous regarde pas, mais je sais pas si je suis ok. Bon. Attends, et j'en serais pas aigrie. J'en serais affligée, ça me rendrait triste, quoi. La personne que j'aime en aime un autre, ouais, ça me rend triste, y'a de quoi. Mais j'en serais pas aigrie. C'est-à-dire que je ne dis pas, ouais, salope, tu vois, t'en aimes un autre. Tu parles, c'est ce qu'il va faire. Il se reverra dans la deuxième partie. J'en serais affligée sans en être aigrie. Et là, c'est magnifique. Je quitterai le personnage d'amant ou de mari pour la conseiller et pour la plaindre. Mais
Prince de Clèves, mais personne ne t'a rien demandé, mais pourquoi tu dis ça? Personne n'est capable de faire ça. Enfin, moi, j'en suis absolument pas capable. J'en suis tellement pas capable. Ça veut dire concrètement que, imagine, ta femme ou ton mari aime quelqu'un d'autre, et toi, il vient te le dire. Et tu fais, bon, ça me rend triste que t'en aimes un autre. Mais je suis là pour toi. Je quitte le rôle de mari, de compagnon, d'amant, de ce que tu veux, pour être ton ami. Et je vais te conseiller. Alors vas-y, raconte-moi. Ah, il t'a fait l'amour violemment. Voilà ce que je te conseillerais. Propose-lui plus de douce. Eh oh! Ça va pas bien! Bon, et ça, personne lui a demandé de le dire. Et surtout, même s'il dit ça à son pote pour faire le malin, il n'est pas obligé de rapporter à sa femme ce qu'il a dit. Et là, ces paroles firent rougir Madame de Clèves, et elle y trouva un certain rapport avec l'état où elle y était. Où elle était. Bah tiens, elle est amoureuse du duc de Nemours et elle est mariée au prince de Clèves. Et donc dans sa petite tête, elle est en train de se dire, bah peut-être que si je lui dis, il le prendra pas si mal que ça, puisque monsieur s'est quitté la position de mari pour se mettre en position de conseiller. Donc ça travaille dans sa petite tête et elle rougit. Oh, je rougis. J'ai épousé vraiment le meilleur des hommes. Je suis sûre que si je lui dis que monsieur de Nemours, je l'adore, il va jamais se vexer et il va me donner des bons conseils. Je suis sûre de ça. Bah là, je suis une femme mûre, j'ai fêté 16 ans et demi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà, elle y trouva un certain rapport avec l'état où elle était, qui l'a surpris et qui lui donna un trouble dont elle fut longtemps à se remettre. C'est-à-dire que pendant longtemps, elle s'est dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et donc là, j'arrête la vidéo sur ce suspense énorme. Le prince de Clèves vient de dire à sa femme que si elle en aime un autre, il, par le biais d'une autre histoire, qu'il a dit à son ami que si sa femme aimait un autre homme, il aimerait qu'elle lui dise et qu'il serait capable, dans toute sa grandeur d'âme, de se changer de mari en ami et en conseiller. Alors, que va faire Madame de Clèves? Va-t-elle avoir l'intelligence de continuer à lui cacher? Ou va-t-elle tout lui avouer en se jetant à genoux et en gâchant sa vie pour toujours? C'est ce que nous apprendrons dans la vidéo.